Oui, tu peux y aller. Repose ta question, excuse. Tu disais? Oui, je disais que en multipliant par 100, Mhm, c'est surtout en termes de visualisation pour pouvoir faire la différence dans l'image. Mais mhm. est-ce qu'on peut faire cette opération aussi en termes de traitement? C'est-à-dire, on calcule le NDVI et après, on veut faire d'autres traitements. Est-ce que c'est préférable de laisser les valeurs originales ou de multiplier par 100 pour faire les traitements? C'est mieux de garder avec le 100, là. D'accord. Ça reste, puisque c'est le même paramètre qui est mis sur tout. Mhm. Donc, il n'y a pas un qui est influencé plutôt qu'un autre. D'accord, c'est ça. Alors, on a parlé des débats, on a parlé de 0 à 1. Pourtant, ici, il y a Ou 1,1. sur les. C'est longueur d'onde, ce n'est pas NDVI. C'est la longueur d'onde. C'est la valeur de la longueur d'onde dans laquelle a été acquise le spectre. Je vais de 400 nanomètres à peu près 1100 nanomètres. C'est la longueur d'onde, donc c'est le spectre. On parle de 0 à 10. C'était pour le NDVI ici. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire, NDVI, là, c'est la valeur de la réflectance dans l'infrarouge moins la valeur de la réflectance dans le rouge. Ça, c'est les valeurs qu'on nous donne. Non, c'est-à-dire, regarde, ici, là, ça, c'est la longueur d'onde. On est d'accord? Bon, je trouve que le rouge, c'est ici. Hein? Le rouge, à peu près dans ce domaine. Donc, si je prends la courbe rouge, qui est la courbe du feuillu, d'accord? Que je veux calculer le NDVI. Donc, ici, à 0,7, là, je monte ici. Voilà, ça va être à peu près de 0,1, sa valeur dans le rouge, d'accord? Et dans l'infrarouge, ça va être à peu près de 0,45. Donc, je vais faire 0,1, 0,45 moins 0,1 sur 0,45 plus 0,1. C'est ça qui va me donner le NDVI. Parce que c'est la valeur de la réflectance dans le rouge, moins la valeur de la réflectance dans l'infrarouge, sur la valeur de la réflectance dans l'infrarouge, plus la valeur de la réflectance dans le rouge. Donc, quand on parle de la valeur de la réflectance dans le rouge, par exemple, les gens vous avez vu. Oui, voilà, ici, c'est les valeurs de réflectance. Ici, c'est la valeur de longueur d'onde. Or, la longueur d'onde dans le rouge, c'est une longueur d'onde qui est environ entre 700 et 750. Donc, si je prends par exemple 710, donc je monte à 710, quand je monte à 710, c'est à peu près là, tu vois, c'est à peu près la valeur qui est ça. Dans l'infrarouge, c'est à peu près autour de 800. Donc, si je monte 800 là, pour voir à quelle valeur de réflectance c'est là, c'est à peu près autour de 4. Donc, je vais faire cette différence. Cette valeur, la graduation qui est là, c'est une base qu'on a, c'est une graduation. Ça, ça peut varier. Ça, c'est par rapport à une expérience des mesures qui ont été prises dans le cadre d'une recherche particulière. Hein, résineux, sol nu et tout. Ils ont pris un certain capteur et pour ce capteur-là, voilà les réflectances qu'ils ont, voilà, qu'ils ont obtenues. Mais si tu prends un autre capteur, que tu es dans un autre, sur d'autres cibles, ce n'est pas forcément les mêmes valeurs que tu vas avoir. Le repère, oui, 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 oui. Réflectance en fonction de longueur d'onde. Il reste la même chose. Parce que c'est le spectre de réflectance. C'est le faisceau réfléchi, là, suivant différentes longueurs d'onde que j'acquiers. Oui, mon souci, c'est l'identification des variables. Quelle variable? De la formule. Quelle? NDVI? Oui. Oui. Comment je l'identifie mais l'infrarouge, quelle est la longueur d'onde dans l'infrarouge? C'est une bande de données. Oui, mais soit tu décides que tu décides que si l'infrarouge est compris entre 800 et par exemple 850, toi tu décides que la longueur de l'infrarouge que tu vas prendre là, c'est 815. Tu peux. Mais dans ce cas, ça veut dire que pour toutes les données que tu vas utiliser là, c'est 815 que tu vas prendre. La valeur de la réflectance à 815 pour l'infrarouge. Si tu décides que le rouge là, je considère que c'est 700, pour toutes tes données là, valeur de réflectance dans le rouge, c'est pour la valeur de l'onde, donc il vaut 700.
Donc, ça veut dire que s'il y a deux personnes qui travaillent sur un même sujet, ils peuvent ne pas prendre la même valeur de longueur d'onde. L'important, c'est que ce soit dans la même gamme. C'est-à-dire, quand il dit rouge, que ce soit dans l'intervalle du rouge. S'il dit infrarouge, que ça soit l'intervalle de l'infrarouge. Qu'il n'aille pas prendre des longueurs d'onde dans le vert pour dire que c'est l'infrarouge. Ou qu'il n'aille pas prendre des longueurs d'onde dans le violet pour dire que c'est le rouge. Maintenant, pour des raisons d'appréciation, est-ce qu'il y a quelle approche te permet de faire le meilleur choix? Si je veux prendre par exemple une valeur dans le rouge, le rouge, c'est une femme. C'est un intervalle, oui. C'est un intervalle. Maintenant, dans l'intervalle, là, quelle est l'approche adoptée pour la valeur? Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'approche particulière. Oui, par exemple, tu parles la moyenne, il n'y a pas d'approche. Tu prends ce qui t'arrange. Par exemple, en fonction de l'appareillage. Parce qu'il y a des appareils, par exemple, les spectromètres, ils vont aller jusqu'à 1000. S'ils vont jusqu'à 1000, tant mieux pour toi. Donc, ça veut dire que tu as un grand intervalle. Mais si le spectromètre auquel tu as accès, lui, il va, par exemple, jusqu'à, je sais pas moi, 800. Tu es limité pour ton infrarouge. Et le maximum de longueur donc, que tu vas pouvoir prendre, c'est 790. Donc là, tu vas prendre 790 pour l'infrarouge, par exemple. Donc, il n'y a pas de règle, véritablement. Ça fluctue. Parce que souvent, même dans les indices, là, vous allez voir que dans certaines littératures, ils vont te dire que le NDVI, là, ils ont pris 600, 650, moins 750, alors que d'autres, ils vont te dire qu'ils ont pris plutôt 700 et puis 800. Ça varie. Il n'y a pas de règle véritablement. Parce que c'est un intervalle de longueur d'onde. Quelqu'un voulait me poser en ligne une question? Non, hein? Oui. C'est quoi le but des calculs des indices? Les indices de végétation permettent de savoir si ton milieu est végétalisé. Parce que plus petit sera ton indice, moins ton milieu sera végétalisé. Et plus grand sera ton indice, plus ton milieu sera végétalisé. Donc, c'est véritablement pour voir est-ce que c'est une zone où il y a beaucoup de végétation. Donc, le post-traitement, je vous ai dit, le post-traitement par excellence obligatoire à faire à l'issue d'une classification non dirigée, c'est l'étiquetage. Hein? Les zones générées par le logiciel vous sont données. Maintenant, à vous d'aller identifier, aller donner des noms aux classes qui ont été créées. Autre chose qui est faite, c'est le lissage. Parce que souvent, quand vous faites la classification, il y a certains petits points qui existent, on a l'impression qu'ils sont perdus dans la masse d'informations là. Il faut aller les phagocyter de sorte à les mettre dans une classe pour avoir quand même une image assez soft, assez propre. Autre chose, c'est l'évaluation des résultats qui ont été donnés. Donc, certains font de l'analyse discriminante, d'autres font des calculs d'écart type pour voir un peu la concordance avec les données initiales et les données finales. Concernant? Oui. Non, il ne va pas te donner deux classes. Il peut t'en donner plusieurs. Puisque il y aura plusieurs valeurs de niveau degré. Enfin, de niveau degré de valeurs de NDVI. D'accord? Maintenant, avec ces valeurs de NDVI là, tu peux aller demander à l'ordinateur de te faire ta classification non dirigée en nombre de classes pour qu'il les regroupe en plusieurs classes. Maintenant, ces classes qu'il va créer, maintenant, toi d'aller dire que, ce NDVI là, il a créé, je pense que la végétation, les valeurs sont importantes, donc ça devrait être la forêt. Pendant que ici, c'est plutôt de l'herbe, tandis qu'ici, c'est un sol nu. C'est pour ça qu'il va t'aider, quoi. Parce qu'il va te donner des valeurs de niveau des valeurs de NDVI que toi, maintenant, tu vas aller lui dire de le mettre en plusieurs classes pour créer des classes. Et ce sera non dirigé puisque c'est lui qui va le faire à partir des valeurs de niveau.
Je dirais c'est l'habitude du travail avec le NDVI qui peut te dire, mais a priori, voilà. Mais a priori, non, c'est plus dans le sens, c'est très végétalisé plutôt que pas, que ça guérit. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire la différence entre les espèces. On ne peut pas faire la différence. C'est-à-dire dire ça c'est du maïs plutôt que ça non. Oui, télédétection non. Tout ce que tu peux dire, c'est de la végétation. Mais quel type de végétation tu peux pas? Tu dis? À travers les signatures spéculaires, on peut savoir si Oui, mais la végétation, non. Tout ce que je peux te dire, c'est végétation, ce n'est pas. Mais quel type de végétation tu ne peux pas? Donc, à distance, tu ne peux pas dire c'est captation de capoyer. Ils sont en train de chercher des moyens de justement essayer d'identifier, mais jusqu'à date, en tout cas, moi, de ma connaissance, ce n'est pas possible. Oui. Oui, oui, mais c'est pas non, mais c'est que les drones, la résolution est plus grande. Donc, si la résolution est plus grande, ça donne de grosses images ou des données assez volumineuses parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Donc, la classification va être beaucoup plus ardue en ce sens où tu as tellement d'informations, ton pixel, par exemple, 1 mètre sur 1 mètre, par rapport à, par exemple, l'image satellitaire qui est 1 km sur 1 km, la classif ne va pas donner les mêmes résultats. Tu vas avoir plus de soucis avec ton image de drone qu'avec ton image satellitaire. D'accord? Parce que c'est pour ça qu'il faut que les méthodes de traitement là s'adaptent, que les puissances de calcul des ordinateurs augmentent, mais que les logiciels de traitement eux-mêmes trouvent des moyens de faire la différence entre tous ces petits détails qu'il y a en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un autre comparateur un autre indicateur qui pourra peut-être nous donner les différentes classes sous-sol? Sous-sol, qu'est-ce que tu appelles sous-sol? C'est-à-dire l'espace après qu'on appelle. Ah, tu veux dire dans le sol? Non, 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 non. C'est vos affaires de liénament et tout ça, là, c'est là-bas que tu es en train de réfléchir. Non, non. on parle des zones qui Oui, ça ne va pas en profondeur. Faire ça, Dieu, on va arrêter. Donc, oups. Donc, autre traitement qui est fait après la classification non dirigée, c'est le lissage, je vous ai dit. Donc, dans le cas du lissage, ce qu'ils utilisent, certains chercheurs utilisent plutôt les opérateurs de morphologie mathématique. Donc, ils vont faire les filtres dilatation, ouverture ou fermeture, amincissement, de sorte à aller balayer les petits artefacts qui existent sur les images. Donc, par exemple, cette image-là, quand ils ont placé le seuil, ils ont fait le seuillage pour pouvoir la classifier, ils ont obtenu cette image-là. Et après, ils ont placé oui, voilà l'image qu'on a obtenue. Et on va faire notre filtrage, morphologie mathématique. Voilà l'image. Donc, vous avez vu, on a nettoyé des petits artefacts qu'il y avait et voilà l'image finale qu'on obtient. Donc, généralement, c'est ce qu'ils font pour pouvoir avoir quand même une image assez correcte. Donc, on fait l'étiquetage et après l'étiquetage, on fait un filtrage pour annuler ces petits points. Madame, Oui, c'est ça qu'on appelle le lissage. oui, ils font le lissage pour la classification. Le lissage, on appelle, quand on parle de lissage, c'est qu'on applique un filtre. Maintenant, il peut y avoir différentes sortes de filtres. En classification dirigée, par exemple, la plupart des filtres qui sont utilisés, c'est le filtre médian ou le filtre majoritaire.
Hein? Médian, c'est-à-dire la valeur médiane qui va être prise. Donc, quand il y a un pixel, je ne sais pas moi, végétation qui est noyée au milieu de l'eau, hein, quand on regarde au contour, on voit que la moyenne des pixels qu'il y a, des niveaux de gris des pixels qu'il y a là-bas, c'est plutôt les pixels hauts. Donc, ce pixel végétation-là va être phagocyté par les pixels hauts. On va se dire que c'est une erreur. D'accord? C'est ce qui est fait. Là, ici, ce qu'ils font, c'est les opérateurs de morphologie mathématique, de sorte à justement balayer ces pixels supplémentaires qu'il y a. Mais ça revient à la même chose. Au finish. Merci, madame. Oui. Si on dit une technique de classification orientée objet image, ça veut dire Orienté objet. Une classification orientée objet. Donc, tu veux que je fasse le cours des professeurs d'IP. Donc, il faut attendre, il va faire pour lui, il faire classification dirigée. Il ne fait pas orienté objet. Oui, donc je veux savoir, c'est quoi la place dans la classification? Yeah. Je veux savoir, est-ce que donc aujourd'hui, ce qu'on va utiliser la détection appliquée dans la 2007, est-ce que tu vas? Pour faire quoi? Par exemple, une maladie de plante, on peut déterminer peut-être des endroits où on va appliquer peut-être de la pomme engrais. D'accord, j'arrive. Moi, la classification dirigée que je fais, c'est la classification pixel par pixel. Et chaque pixel, on prend un regard et puis on le met. Orienté objet, c'est qu'on va créer un objet, hein, c'est-à-dire un groupe de pixels, et c'est par rapport à ça à la classification. D'accord? Donc, c'est ça qu'on dit orienté objet. C'est par rapport à un objet, donc un groupe de pixels qu'on a créé. On a utilisé des critères pour regrouper les pixels, et c'est là on parle de. Je vais en détail. Ce que tu demandes, c'est possible. Mais tout dépend de la distance à laquelle on veut la faire. Par exemple, ce dont tu parles, moi, c'est mon domaine de recherche. On utilise la télédétection, je dirais des méthodes de télédétection pour, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, le stress hydrique des plantes. Donc, on a un spectromètre au labo, on travaille avec le CNRA, et notre spectromètre est portable. Donc, on va en serre, on prend nos mesures de réflectance, on arrose certaines plantes qu'on n'arrose pas, on prend nos spectres, et quand la plante est maintenant complètement, le spectre est visible, on arrête nos mesures. On est arrivé à montrer qu'on peut faire la différence entre un spectre de plantes bien portantes et un spectre de plantes stressées hydriquement. Et on est arrivé plus loin. On est arrivé à détecter à partir de quand, de quelle période, il faut dire au cultivateur, ta plante a un problème. On est arrivé même à dire que stresser à 100% une plante ou stresser à 70% une plante revient à la stresser à 100%. Stresser à 50%, ça n'a pas trop d'incidence. Donc, de dire au cultivateur, ce n'est pas la peine de gaspiller ton eau. Tu peux lui donner 50%. C'est suffisant. Non seulement tu gagnes parce que tu ne vas pas payer sur des cils beaucoup, mais ta plante, la productivité ne va pas être très handicapante. Mais comme je te dis, les mesures que nous on fait, c'est des mesures de télédétection, mais quand même des télédétections in situ. C'est pas, voilà, c'est pas satellitaire ni drone. OK? Donc, ce serait possible, ça veut dire que tu fais passer ton drone de façon régulière, mais c'est possible. Et comme je te dis, nous, on a réussi à détecter, à faire le stress précoce de l'EVA, de l'aubergine et puis du cacao. C'est juste le stress. Mon domaine de prédilection, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres chercheurs peut-être qui font autre chose. Okay? Donc, c'est le stress hydrique. Là, on est en train de faire la maladie. Donc, le riz, par exemple, on est en train de faire la maladie pour le riz. Et puis le cacao, le Swollen-Fox. On a un projet sur le cacao. Mais bon, c'est les financements qui font que ça met du temps.
Autre chose. Maintenant, data machine learning. En fait, ce qui est comment je fais ça? L'intérêt de ça, c'est la base de données que tu vas te faire. Parce que ta base de données va aider à la prise de décision. Donc, plus tu auras des données, plus tu vas aider ton ordinateur à faire le bon discernement de sorte à bien classifier. Parce que, par exemple, en classification dirigée, il y a un type de classification dirigée qu'on appelle classification dirigée par expertise, par connaissance de l'expert. Donc, un forestier, par exemple, et un urbaniste ne vont pas remplir leur base de données de la même façon. Un forestier, s'il s'agit de la forêt, lui, il sait qu'il connaît ses affaires. Donc, il y a certaines données sur la forêt qu'il va se dire, je n'ai pas besoin. Mais l'urbaniste, il ne connaît rien de la végétation. Il va dire, ah, non, j'ai besoin de ça là. J'ai besoin de ça là. Donc, sa banque de données sera différente. Voilà. Donc, dépendamment de l'expert, déjà, la base de données va différer. Mais dépendamment de la conclusion à laquelle tu veux aboutir, plus tu donnes de données à ton logiciel, meilleure sa prise de décision va être. Donc, en ce sens-là, ton data mining. Parce que pour prendre les décisions, là, il faut être averti. Hein. Il ne faut pas être sur des peut-être ou s'il se pourrait. Non, il faut. Tout dépend de ce que tu veux faire. Supposons par exemple que ton objectif, c'est de. Il y a une société qui vient te voir parce qu'elle veut, je ne sais pas moi, implanter. Elle veut faire par exemple de la production de. Elle veut faire un élevage de moutons dans telle zone, hein, et puis faire de la culture vivrière, par exemple. Donc, si elle veut faire de l'élevage, elle veut faire la culture vivrière, donner, tu vas déjà savoir les choses. Cours d'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les parages pas loin? Il peut l'aider parce qu'il faut donner de l'eau aux moutons là. Il faut arroser les plantes. Tu ne vas pas aller à 10 km plus loin pour chercher. Donc, il faut irrigation, mais il faut que toi aussi, tu aies un plan d'eau pas loin. Par exemple, en termes de nuisance, est-ce que où je suis implanté là, j'ai besoin, par exemple, je n'ai pas besoin de bruit. Donc, c'est où je suis là, il y a un chemin de fer qui passe, c'est une nuisance pour moi. Hein? Ou mes moutons vont se faire percuter par chose. Donc, il ne me faut pas ça. Donc, je vais lui dire non. Donc, tout dépend de pourquoi, de ce que tu veux faire. Donc, en fonction de ce que tu veux faire, il y a certains éléments dont tu vas avoir besoin pour renforcer ta base de données. Et là, pour la prise de décision. C'est ça. Et plus tu as des données, plus tu pourras prendre tu auras une bonne décision éclairée qui va aider le gars qui t'a envoyé son expertise. Il dit, je veux faire ça. Donc, en fonction de ce que je veux faire, trouve-moi les éléments pour me dire, oui, tu peux, mais avec telle précaution, ou non, tu ne peux pas, je te dirige plutôt dans tel secteur. Que les conditions que tu veux par rapport à ce se trouve là. Par exemple. Oui, c'est ça. C'est en fonction de ce que tu veux que tu imprègnes le modèle. Ok, donc aujourd'hui, je pense qu'on a essayé de bavarder. On va se voir jeudi pour continuer. Merci, maman. De rien, ma fille. Bizarrement, c'est ce que la plupart des étudiants disent. L'année dernière, quand je fais sur les images, là, il y a plein de maintenant, ils découvraient que pixel, c'est ça, et que image, c'est constitué de pixels, que les pixels, les valeurs, là, sont des niveaux de gris, ce n'est pas des couleurs. Donc, quand Dr Mafou est venu, il dit, mais vous êtes en train de nous insulter. Oui, non, on n'a pas fait bien, ce n'est pas bien. Bon. Ici, dans ces cours-là, c'est encore plus clair, quoi. C'est encore plus clair. D'accord. Bon, ça me rassure maintenant. S'il y a des choses que je peux améliorer, dites-moi.